Merci beaucoup pour votre attention. Merci aux présentateurs aussi pour les présentations très intéressantes. Alors maintenant, on a du temps pour clarification, débat, comparaison, etc. Donc, Bonjour. Régent Parlier de Sept-Îles. Moi, j'accompagne les citoyens, les 3 comités citoyens de Sept-Îles pour le projet de mine d'apatite et de magnétite titανifère à Sept-Îles. Je vais vous amener sur le terrain de la santé publique, au travers de l'acceptabilité, si vous êtes d'accord. À Sept-Îles, le fameux projet en question, les gens ils ont beaucoup d'inquiétudes parce qu'il n'y a pas juste le projet d'apatite, il y a plusieurs projets. On sait qu'aujourd'hui et demain, là, les entreprises vont parler du plan Nord. Là. Et à Sept-Îles, bien, ça débarque de tous les côtés. Alors, il y a une grande inquiétude. M. Batelier a parlé tout à l'heure rapidement des effets cumulatifs. Un des aspects dont on ne parle pas dans toute la question de l'acceptabilité. Il y a 2 ministères qui ont recommandé une étude sur les risques toxicologiques. Le ministère de la Santé publique et le MDDEFP. Donc, j'essaie de situer ça dans notre débat chez nous. Tu as 2 ministères qui demandent une étude sur les risques toxicologiques pour la santé humaine, finalement. Et je comprends là, on nage dans l'abstrait d'un bout à l'autre. Là. Hein? On a, au niveau des lois, l'information, au niveau de l'acceptabilité, au niveau du développement durable, c'est tout dans l'abstrait qu'on est. Il nous reste à peu près juste la mobilisation citoyenne, c'est ce que j'entends. Comment on peut, à quelque part, parce que nous, les gens sont convaincus qu'avec tous ces projets-là, ça va dépasser les normes. D'ailleurs, le promoteur reconnaît qu'il va dépasser les normes. Là. Donc, comment on reprend tout ça? Comment on peut, logiquement, rassurer les gens? C'est-à-dire, comment on va pouvoir se prononcer sur l'acceptabilité sociale? Parce qu'on disait tantôt, ça nous prend l'information. Les ministères disent, ça prend une étude des risques toxicologiques, ce qui nous permettrait, comme citoyens, de dire oui ou non au projet. Et là, le promoteur dit, moi, je ne suis pas obligé de la faire, l'étude toxicologique. Et je ne la ferai pas. Donc, ce qui nous a amené, nous, à demander, on a un référendum, là, on a une pétition pour un référendum, pas pour dire non, mais pour dire on veut se prononcer quand on saura. Mais comment on va faire pour savoir réellement si, même quand les ministères disent ça prend une étude sur les risques toxicologiques, on n'a aucune garantie qu'on va l'obtenir. Merci. Je vais laisser. Je réponds. Bien, c'est sûr que c'est un enjeu. Ben, en tout cas, je pense que le point, là, le dossier de Sept-Îles soulève vraiment la question des effets cumulatifs qui sont vraiment à souligner. Et malheureusement, la plupart des approches individuelles par projet passent à côté de ces enjeux-là. Je pense qu'il va falloir une réponse spécifique sur ces enjeux-là du ministère et sortir du cadre actuellement qui est limité projet par projet. Après, spécifiquement sur cette question plus particulière d'ordre légal, réglementaire, je ne sais pas si d'autres veulent... C'est pas une réponse d'avocat que je vais faire. Moi, ce que je pense, c'est que je vous avoue que je suis un peu sceptique vis-à-vis le BAP, même très sceptique, avec ce qu'on a vécu à Malartic, parce que je réalise qu'on n'a pas eu toutes les informations. Et on nous disait, je reviens toujours au fameux nuage de dioxyde d'azote, parce que ça n'a jamais sorti pendant les audiences de quelque expert que ce soit. Et après, qui ont apparu à Malartic, au-dessus de la fosse, tout à coup, on a entendu des experts qui nous ont dit que c'était prévisible, parce que ça avait déjà été exploité. Il y avait des galeries souterraines. C'était prévisible éventuellement. Mais pourquoi que ça n'a jamais sorti au moment du BAP? Moi, je ne suis pas géologue, je n'ai pas une formation, je ne peux pas deviner ça. Alors, pourquoi que tous ces éléments-là n'ont pas sorti? Et d'autres éléments, on nous avait dit qu'il y aurait un rabattement éventuel de la nappe phréatique qui se ferait sentir vers plus le 3/4 ou la fin de l'exploitation du projet, donc 8, 9 ans, 10 ans. Et il est arrivé un incident. Quelques mois après le début de l'exploitation, il y a un puits domestique d'un propriétaire qui s'est vidé à 3 km de la fosse. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas sortis et qui n'étaient pas du tout prévisibles. Et quand, à un moment donné, tu touches
Un élément aussi essentiel que l'approvisionnement en eau dans une ville, tu ne lésines pas avec ça. Et actuellement, à mon avis, et comme de toute façon le BAP a un pouvoir strictement de recommandation, pas du tout un pouvoir décisionnel, un BAP pourrait même dire que, compte tenu de tel élément, il ne recommande pas, et le Conseil des ministres pourrait très bien dire, pour des raisons politiques ou électoralistes ou etc., nous, on va de l'avant parce qu'on n'est pas aussi convaincus. Et comme on l'a bien entendu, ils ne sont pas obligés de le justifier. Ils peuvent très bien dire, nous autres, on pense que oui, c'est un moteur économique important, et puis on ne nous a pas fait la démonstration que ça pouvait être à ce point dangereux. Donc, dans la mesure où on a des doutes très importants, moi, je pense qu'il faut aller sur le principe de la précaution, puis la seule façon actuellement de le freiner, il ne faut pas se cacher, il va toujours en avoir du développement minier, on en a besoin, c'est exact. Mais dans une situation comme celle-là, où quand ça paraît comme assez évident que ça peut être très dangereux, bien, c'est la mobilisation qui fait qu'à un moment donné, tu vas le freiner. Et je la colle toujours avec la fameuse acceptabilité sociale. Parce que l'industrie minière, quelque chose auquel elle tient beaucoup, c'est sa réputation. Parce que sa réputation, ça lui permet d'aller chercher des sous auprès des actionnaires. Alors, c'est là-dessus qu'on peut jouer comme citoyen quand on est inquiet et on se dit, on n'en veut pas pour telle autre raison, puis on demande des études, puis on ne les a pas. Tu vas dans le principe de précaution. Mon opinion. Merci beaucoup. Une deuxième question? Pardon, excusez-moi. Juste un petit ajout sur l'étude d'impact. Quand je disais tantôt, s'il y avait une consultation préliminaire au début sur le contenu de l'étude d'impact, si vous dites, nous, on voulait avoir des études, deux ministères disent que ça prenait une étude sur les risques toxicologiques, peu importe, là, les études qu'on veut avoir. Bien, dès le départ, on indique aux promoteurs, bon, là, vous allez aller faire une étude, une évaluation, une étude d'impact pour les 12, 15, 18 prochains mois. Mais cette étude-là doit documenter tel point précis, les points qui nous intéressent, les points qui nous touchent. Et quand vous allez revenir, comme j'ai dit tantôt, ici, c'est au niveau juridique, si ces points-là ne sont pas suffisamment documentés, si on avait des recours devant les tribunaux pour aller les obliger à recommencer leur étude si ça ne respecte pas les critères, ou à faire annuler un projet, comme ça peut se faire en France, si l'autorisation a été délivrée sur la base d'une étude d'impact jugée incomplète, ça donnerait des dents à ce qu'il y a à l'actuel en a très peu. Merci. Une deuxième question? Oui, Claude Perra, vice-président développement durable London Mining. Donc, j'aimerais remercier Nicole. On a besoin de se parler de Haïti après. Okay. Tu te rappelles? Donc, je voulais remercier les organisateurs du forum puis remercier les intervenants. Les présentations sont très intéressantes. Il y a beaucoup de complémentarité avec les sujets qui sont traités aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, ce que j'aimerais dire par rapport à tous les débats d'aujourd'hui, c'est que le développement du secteur minier va au-delà des frontières du Québec. Il y a des enjeux mondiaux autour du développement du secteur minier qui touchent autant l'Afrique, l'Amérique du Sud que le Québec. Moi, je travaille au Canada, comme en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, et je peux vous dire que les débats ici aujourd'hui sont très sains, ça doit se produire partout, parce que les questions d'acceptabilité sociale et de développement de projets durables sont importants pour pouvoir avoir une industrie qui est rentable et durable aussi. Donc, les cadres réglementaires pour l'industrie minière sont très importants parce que où il y a de la nébuleux, où c'est nébuleux, ça rend les choses de plus en plus compliquées. Donc, une des questions que moi j'avais ici, que je serais intéressé de connaître aussi, c'est est-ce qu'il y a déjà eu un balisage des meilleures pratiques qui ont été réalisées pour démontrer les avancées que le secteur minier a fait ici au Québec, par exemple, ou ailleurs dans le monde? Parce que je dois vous dire, j'écoute ce qu'on débat ici, là. Moi, je travaille en Afrique. C'est beaucoup plus contraignant de développer une mine en Afrique que ce l'est au Québec. Quand vous regardez ça, c'est assez hallucinant. On écoute ici, j'étais avec d'autres collègues du secteur minier avec qui j'ai travaillé au Québec plusieurs années. Là. La loi est archaïque. Il manque un paquet de références. Il n'y a pas de normes très claires pour que les citoyens puissent s'exprimer ou qu'on ait des points de référence. Donc, une des questions que j'avais, et peut-être que je vais passer un peu à côté de la traque par rapport à ça, je sais, la majorité des gens d'ici, vous connaissez la Société financière internationale, ou des
IFC, the International Finance Corporation. Lorsqu'on développe des mines en Afrique ou en Amérique du Sud et qu'on veut accéder à des financements de la SFI, on doit se baser sur les principes d'Équateur. Et il y a des normes qui sont très strictes, très normes par rapport aux études d'impact socio-environnemental qui doivent être réalisées. Quand vous regardez ces normes-là, si vous les appliquez au Québec, je vois les écarts, là, ce que j'ai écouté aujourd'hui, ce qu'on entend comme difficulté au niveau du développement des mines, je me pose la question, comment se fait-il que les gens ne se réfèrent pas à des barèmes ou des normes qui existent sur le plan international, qui sont très rigoureux, pour aider les gens à mettre de la pression sur les entreprises? Parce que moi, j'ai travaillé pour des multinationales où on respecte ces normes-là en Afrique, en Amérique du Sud. Et pourquoi on ne questionne pas l'entreprise, mais pourquoi vous ne les respectez pas au Québec ou vous n'appliquez pas les mêmes normes? Donc ça, c'est une des questions que j'ai par rapport à ça. L'autre point aussi, c'est qu'il y a des entreprises au Québec qui ont des très bonnes pratiques, qui fonctionnent très bien, qui font bien les choses. Est-ce qu'on les met en évidence? Est-ce qu'on essaie de mettre de la pression sur les pairs pour que les pairs s'ajustent aux bonnes pratiques? Parce que des horreurs, il y en a partout. Je peux vous en parler en Afrique, je peux vous en parler en Amérique du Sud, on peut en parler au Canada, on peut en parler ailleurs aussi. Mais je pense que c'est important aussi qu'on regarde aussi où sont les bonnes pratiques et de les mettre en évidence pour mettre de la pression sur les pairs. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, j'étais curieux, là, Pierre, par rapport aux études qui ont été faites et tout ça. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir mieux comprendre et voir qu'est-ce qui a été fait sur ces angles-là. Parce que l'industrie minière est là pour rester. On va devoir traiter, dialoguer avec l'industrie minière. On n'a pas le choix. Et une des choses, hier soir, je présentais à Ottawa, à l'Université de Carleton, et ce que je disais aux étudiants, on doit arrêter de mettre toutes les entreprises minières dans un même panier et étant considérées comme tous des pommes pourries. Ça n'aide pas le débat, on n'avance pas, ce n'est pas constructif. Et ça donne aucun incitatif aux entreprises qui essaient de faire les bonnes choses, parce qu'en bout de ligne, moi, je le débat tous les jours avec mon comité exécutif. On me dit toujours, Claude, tu veux faire telle chose, telle chose. Mais même si on essaie de faire les bonnes choses, tout le monde nous critique toujours. On dit que le secteur minier, c'est un secteur pourri. Donc, en bout de ligne, on a un travail à faire de trouver un juste milieu pour aussi être capable de reconnaître où sont les bonnes pratiques, qui sont les bonnes entreprises. Et je peux vous dire que si le secteur ou les citoyens sont capables de bien reconnaître le travail de ce qui est bien fait chez certaines entreprises, le secteur financier va suivre, va reconnaître les bonnes pratiques chez l'entreprise et ils vont être récompensés sur le plan financier. Et c'est ça qui va amener de la pression sur le secteur en bout de ligne. Merci. Rapidement, c'était un des points que je voulais souligner, cet enjeu d'aller chercher aussi des balises, des référentiels, puis d'aller voir les pratiques. Bon, peut-être pas seulement, mais venant aussi de l'industrie, et je pense qu'il y a des progrès, des bonnes pratiques qui commencent à être structurées, mises de l'avant, les comparatifs sont en train de se faire. Mais après, c'est d'où doit venir l'initiative de faire cette consolidation, cette commande-là. Je pense que c'est une des responsabilités du gouvernement, surtout s'il met autant d'importance sur les questions d'acceptabilité sociale, de développement durable, justement, d'aller chercher, de faire ce balisage, d'aller voir les pratiques et de le documenter. Après, en tant qu'universitaire, on a aussi cette responsabilité. Il faut qu'on commence à se poser sérieusement ces questions et à faire une intégration. Malheureusement, les recherches sont très ponctuelles, projet par projet, où on regarde un facteur, mais je pense qu'il y a en effet un enjeu d'intégration, puis de ramener ça à quelque chose aussi de plus facile à transmettre puis à partager pour démarrer cette réflexion collective. Malheureusement, j'ai pas identifié dans une recherche préliminaire qui est quand même au départ de quelques mois, là, mais qui n'est pas non plus 2 ans, 3 ans de recherche, un tel document, une telle synthèse. Donc, si elle existe, il faudrait peut-être la rendre plus visible, mais je pense que le gouvernement doit mener une grande partie de ce travail de balisage.